Effondré à ma remise de diplôme, j'ai été abandonné pour un voyage familial à Paris. Seul à l'hôpital, je découvre soudain 65 appels et un SMS de papa, on a besoin de toi. Réponds. Sans hésiter, Je m'appelle Chloé, j'ai 22 ans, et il y a 2 semaines, je me suis effondré sur scène devant 3000 personnes. Le jour où je devais prononcer le discours du major de promotion, le médecin m'a annoncé que j'avais une tumeur au cerveau. Il devait opérer immédiatement. Ils ont appelé mes parents. Personne n'a répondu. 3 jours plus tard, quand je me suis enfin réveillé, entouré de machines qui bipaient et de perfusions, la première chose que j'ai vue n'était pas les visages inquiets de ma famille. C'était une publication Instagram de ma sœur. Toute la famille souriant devant la tour Eiffel avec la légende « Voyage en famille à Paris ». Enfin, sans stress, sans drame. Je n'ai rien dit. Je n'ai pas commenté. Je n'ai pas appelé pour les confronter jusqu'à ce que 65 appels manqués de papa apparaissent sur mon écran, accompagnés d'un SMS. On a besoin de toi. Réponds immédiatement. C'est là que j'ai réalisé qu'ils n'appelaient pas parce que je leur manquais. Ils appelaient parce qu'ils avaient besoin de toute autre chose. 4 semaines avant la remise des diplômes, je suis dans la cuisine de mon enfance, regardant maman feuilleter une pile de magazines de mariage. Pas pour moi, bien sûr, pour Amélie. Ma sœur aînée vient de se fiancer et soudain, toute la maison tourne autour de son emploi du temps. Chloé, peux-tu aller chercher les échantillons de serviettes chez l'imprimeur demain? Maman ne lève pas les yeux. Amélie est trop occupée avec les essayages de sa robe. J'ai mes partiels, maman. Tu t'en sortiras. Tu t'en sors toujours. C'est ça, le problème quand on est la personne fiable. Tout le monde suppose que vous allez simplement tout gérer. Ça fait 4 ans que je gère tout, travaillant 25 heures par semaine dans un café tout en maintenant une moyenne de 18/20, payant mes propres frais de scolarité grâce à des bourses d'études et des pourboires. Pendant ce temps, toute l'éducation d'Amélie a été financée par nos parents, chaque semestre. Sans poser de questions. Maman, je voulais en fait te parler de la remise des diplômes. Je garde une voix décontractée. J'ai besoin de trouver quelque chose à porter pour la cérémonie. Peut-être qu'on pourrait aller faire les boutiques ce week-end. Maman lève enfin les yeux, mais son regard retourne déjà vers les magazines. Ma chérie, tu es si douée pour trouver des bons plans en ligne. Je suis sûr que tu trouveras quelque chose. Je dois me concentrer sur la fête de fiançailles de ta sœur. C'est dans 2 semaines. Mais la remise des diplômes, c'est... Chloé. Son ton se durcit. Ta sœur présente les parents de son fiancé. Tout doit être parfait. Je hoche la tête. Je hoche toujours la tête. Plus tard ce soir-là, je plie du linge dans mon ancienne chambre quand j'entends maman au téléphone avec son amie Lydie. Oh, la remise des diplômes. Oui, elle est major de promotion. Tu te rends compte? Une pause, un rire. Mais honnêtement, ça tombe très mal. La fête de fiançailles d'Amélie est la même semaine, et c'est la priorité. Chloé comprend. Elle a toujours été si indépendante. Indépendante. C'est le mot qu'ils utilisent quand ils veulent dire transparente. Cette nuit-là, j'appelle la seule personne qui m'ait jamais demandé comment j'allais vraiment. Papy Antoine décroche à la 2e sonnerie. Ma petite Chloé, je pensais justement à toi. Quelque chose se desserre dans ma poitrine. Salut papy. Raconte-moi tout. Comment se passent les partiels? Et le discours, ça avance? Je m'affale sur mon lit, le téléphone collé à l'oreille. Pendant les 20 minutes qui suivent, je parle vraiment de mon mémoire, du discours que j'ai réécrit 6 fois, de ma terreur à l'idée de me tenir devant des milliers de personnes. Chloé, dis papy quand j'ai fini. Tu as ta robe? Tes chaussures? Tu as besoin de quelque chose? Ma gorge se serre. Je vais bien, papy. Vraiment. Il reste silencieux un moment. Le genre de silence qui signifie qu'il ne me croit pas. Ta grand-mère serait si fière de toi, dit-il finalement. Tu le sais, n'est-ce pas? Elle a toujours dit que tu avais son esprit. Je n'ai jamais connu mamie Éléonore. Elle est morte avant ma naissance. Mais j'ai vu des photos. Tout le monde dit que je lui ressemble trait pour trait. Les mêmes cheveux sombres, le même menton volontaire.
Je serai là, Chloé. Au premier rang. Je ne manquerai ça pour rien au monde. Merci, papy. Ma voix se brise légèrement. Ça compte beaucoup. Et Chloé, j'ai quelque chose pour toi. Un cadeau. Ta grand-mère voulait que tu l'aies quand tu serais diplômé. Je le garde depuis des années. Avant que je puisse demander ce que c'est, Amélie déboule dans ma chambre sans frapper. Chloé, tu as utilisé mon shampoing sec? Je ne le trouve nulle part. Je couvre le téléphone. Je n'utilise pas tes affaires, Amélie. Elle lève les yeux au ciel, exhibant sa bague de fiançailles comme si c'était une arme. Peu importe. Oh, félicitations pour le truc de major de promo, je suppose. Puis elle disparaît. Papy a tout entendu. Il ne dit rien, mais son silence en dit long. Une semaine avant la remise des diplômes, je fonctionne avec 4 heures de sommeil, 3 tasses de café et de la pure rancœur. Les partiels sont terminés. Mon mémoire est rendu. J'ai fait des doubles services au café parce que le loyer est dû, et je refuse de demander de l'aide à mes parents. Ils l'utilisent juste comme une arme plus tard. On t'a aidé pour le loyer cette fois-là, tu te souviens. J'ai mal à la tête depuis 3 jours d'affilée. Je me dis que c'est le stress. C'est toujours le stress. Maman appelle alors que je nettoie les tables après la fermeture. Chloé, j'ai besoin de toi à la maison ce week-end. La fête de fiançailles est samedi et j'ai besoin d'aide pour la mise en place. Maman, je travaille. Pose un arrêt maladie. Amélie a besoin de toi. Je serre le téléphone si fort que mes jointures blanchissent. Et moi, de quoi ai-je besoin? Silence. Puis, Chloé, ne sois pas dramatique. C'est juste un week-end. Ta sœur ne se fiance qu'une fois. Et je ne suis diplômé qu'une fois, je pense. Major de promotion. 4 ans de notes parfaites en m'épuisant au travail. Mais je ne le dis pas. Je ne le dis jamais. D'accord, je serai là. Je raccroche et sens immédiatement la douleur familière derrière mes yeux s'intensifier. La pièce tangue légèrement. Je m'agrippe au comptoir. Ça va? Mon collègue, Jérémy, a l'air inquiet. Oui, juste fatigué. Cette nuit-là, j'ai un saignement de nez qui ne s'arrête pas pendant 15 minutes. Je me dis que c'est l'air sec. Ce n'est rien. Sur le chemin du retour, je reçois un SMS d'Amélie. N'oublie pas de prendre les serviettes personnalisées et mets quelque chose de joli. Les parents de Thibaut seront là. Pas de « comment vas-tu », pas de « merci pour ton aide », juste des ordres. Mon téléphone vibre à nouveau. Papa, cette fois. Peux-tu aller chercher tante Caroline à l'aéroport vendredi? Maman et moi sommes occupés avec les préparatifs de la fête d'Amélie. Je me gare sur le bord de la route. Mes mains tremblent et je ne sais pas si c'est de rage ou autre chose. Léa se pointe à mon appartement sans prévenir avec un plat taille et une expression inquiète. Tu as une mine affreuse, dit-elle en me poussant pour entrer dans la cuisine. Merci. Je t'aime aussi. Léa Martin est ma meilleure amie depuis la journée d'intégration en première année. C'est la seule personne qui m'ait vu pleurer à cause de ma famille. Elle est aussi brutalement honnête, ce que j'aime et déteste à la fois. Chloé. Elle pose la nourriture et se tourne vers moi. C'est quand la dernière fois que tu as dormi? Vraiment dormi. Je dors. Menteuse. Elle croise les bras. J'ai parlé à Jérémy. Il a dit que tu as failli t'évanouir au travail hier. J'avais juste des vertiges. C'est le stress des partiels. C'est le stress de ta famille. La voix de Léa s'adoucit. Chloé, tu te détruis pour des gens qui ne viendront même pas à ta remise de diplôme. Ils viennent à la remise des diplômes. Vraiment? J'ouvre la bouche pour argumenter, puis la referme, car la vérité est que je n'en sais rien. Maman n'en a pas parlé depuis des semaines. Papa oublie sans cesse la date. Amélie ne sait même pas que je suis major de promotion. Ils viendront, dis-je faiblement. C'est ma remise de diplôme. Léa s'assoit en face de moi. Ma belle, en 4 ans, ils ne sont venus à aucune cérémonie de remise de prix. Pas une seule. Tu te souviens quand tu as gagné cette bourse d'enseignement? Qui était dans le public? Toi et papy. Exactement.
Elle tend la main par-dessus la table et prend la mienne. Chloé, tu n'as pas à te consumer pour les réchauffer. Ils ne regardent même pas la flamme. Mes yeux piquent. Je cligne rapidement des yeux. Cette nuit-là, après le départ de Léa, je me brosse les dents quand ma vision se dédouble soudainement. Je m'agrippe au lavabo. Le mal de tête est de retour. Pire qu'avant. Je devrais voir un médecin, je pense. Mais il n'y a pas le temps. La fête de fiançailles est demain. J'avale 2 autres ibuprofènes et je vais me coucher. Mon téléphone s'allume. Un SMS de Léa. Si quoi que ce soit arrive, appelle ton grand-père. C'est le seul qui s'en soucie vraiment. Je ne réponds pas, mais je ne supprime pas le message non plus. La fête de fiançailles d'Amélie. Je suis debout depuis 6 heures, à installer des chaises, arranger des fleurs, remplir des verres de champagne, jouant le rôle pour lequel je suis né. Le système de soutien invisible. Le jardin est magnifique. Des guirlandes lumineuses tendues à travers les chênes. Un gâteau à 3 étages qui a coûté plus que mon loyer mensuel. 40 invités en tenue de cocktail, riant et portant un toast à l'avenir de ma sœur. Personne ne me pose de questions sur le mien. Chloé, plus de champagne par ici. Maman fait un signe de l'autre côté de la pelouse. Je prends une autre bouteille et me ferai un chemin à travers la foule. Ma tête me martèle. Je souris malgré tout. Amélie tient salon près de la fontaine, le bras de Thibaut autour de sa taille. Elle en est à son 3e verre de champagne et elle rayonne. Tout le monde, voici ma petite sœur. Elle me tire sous les projecteurs. Chloé fait tout ici. Sérieusement, je ne sais pas ce qu'on ferait sans elle. Applaudissements épars, quelques sourires polis. Puis Amélie se penche, sa voix portant juste assez loin. Elle est si douée pour, vous savez, aider. Elle va être enseignante. Vous imaginez? Moucher des nez pour gagner sa vie. Des rires, légers, méprisants. Je continue de sourire. Mon visage me fait mal. Oh, et elle est diplômée la semaine prochaine, ajoute Amélie comme une pensée après coup. Major de quelque chose. Comment ça s'appelle déjà? Major de promotion, dis-je doucement. C'est ça. Amélie agite la main. Elle a toujours été l'intello. Mais l'intelligence n'achète pas des Louis Vuitton, n'est-ce pas? Plus de rire. Je m'excuse pour aller à la cuisine, m'appuie contre le comptoir, respire. À travers la fenêtre, je remarque un homme plus âgé qui observe la scène. Je le reconnais, monsieur pâtissier, un ancien collègue de papy. Son expression est illisible. Mon téléphone vibre, un SMS d'un numéro inconnu. Votre grand-père devrait savoir comment votre famille vous traite. Je lève les yeux. Monsieur pâtissier lève légèrement son verre dans ma direction, puis se détourne. Mes mains tremblent. Mais cette fois, je ne pense pas que ce soit seulement l'humiliation. Après la fête, je suis seul dans la cuisine, les bras jusqu'au coude dans la vaisselle. Tout le monde est dans le salon, s'extasiant devant les photos de fiançailles. Maman entre, le visage rouge de vin et de satisfaction. Chloé, j'ai une merveilleuse nouvelle. Je ne me retourne pas. Qu'est-ce que c'est? Nous partons à Paris, toute la famille. Thibaut nous invite pour célébrer les fiançailles. Mes mains s'arrêtent dans l'eau savonneuse. Paris, quand? Samedi prochain. On prend l'avion vendredi soir. Vendredi soir. La remise des diplômes est samedi matin. Lentement, je me retourne. Maman, ma remise de diplôme est samedi. Elle agite la main. Je sais, ma chérie, mais les vols étaient déjà réservés quand on s'en est rendu compte. Thibaut a eu une super offre. Tu rates ma remise de diplôme pour des vacances. Ne le dis pas comme ça. Maman fronce les sourcils. Ce ne sont pas juste des vacances. C'est pour ta sœur. Je suis major de promotion, maman. Je dois faire un discours. Et tu seras merveilleuse. Tu n'as pas besoin de nous, Chloé. Tu as toujours été si autonome. Je la fixe, attendant qu'elle s'entende, attendant que quelque chose fasse tilt. Rien. Papa est d'accord avec ça. Comme s'il était invoqué, papa apparaît dans l'embrasure de la porte. Il ne peut pas croiser mon regard.
Chloé, ta mère et moi en avons discuté. Amélie a besoin du soutien de la famille en ce moment. Elle traverse un grand changement dans sa vie. Et être diplômée major de promotion, ce n'est pas un grand changement? Tu es forte. La voix de papa est fatiguée. Tu n'as pas besoin de nous comme ta sœur en a besoin. La pièce tangue. Je m'agrippe au comptoir. Chloé. La voix de maman semble lointaine. Tu es pâle. Je vais bien. Je ne vais pas bien. Ma vision se brouille sur les bords. Le mal de tête hurle maintenant, une pression aiguë derrière mon œil gauche. Je dois y aller, je parviens à dire. Service tôt demain. Je sors avant qu'il ne puisse répondre. Dans la voiture, je reste assise dans le noir pendant 10 minutes. Puis je conduis jusqu'à mon appartement vide et je pleure jusqu'à ne plus pouvoir respirer. 3 jours avant la remise des diplômes. Je suis allongé sur le sol de mon appartement parce que me lever semble impossible. La voix de Léa crépite sur le haut-parleur. Ils zappent ta remise de diplôme pour des vacances. Des vacances? C'est pour les fiançailles d'Amélie. Chloé, arrête de leur trouver des excuses. Je ne trouve pas d'excuses. J'accepte juste la réalité. C'est pire. Je fixe le plafond. Il y a une tache d'humidité en forme de cœur brisé. C'est de circonstance. 4 ans, continue Léa. 4 ans que tu t'es tué à la tâche et ils ne peuvent pas reporter un voyage. Apparemment non. Elle se tait, puis d'une voix plus douce, comment te sens-tu physiquement? Je veux dire, tu avais l'air bizarre au téléphone hier. Je vais bien. Chloé, vraiment. Juste fatigué. Cette nuit-là, je me réveille à 3 heures du matin avec le pire mal de tête de ma vie. La douleur est si intense que je gémis. Je titube jusqu'à la salle de bain. Du sang. Mon nez saigne à nouveau. Abondamment cette fois. Ça ne s'arrête pas. Je m'assois sur le carrelage froid, la tête en arrière, j'attends. 15 minutes. 20. Finalement, ça ralentit. Je me regarde dans le miroir. Des cernes, des joues creuses. Quand ai-je commencé à ressembler à un fantôme? Je devrais voir un médecin. Mais la remise des diplômes est dans 3 jours, et j'ai un discours à mémoriser. J'envoie un SMS à Léa. Je vais bien. Je retourne dormir. Puis j'ouvre mes photos, je fais défiler jusqu'à en trouver une de papy et moi du Noël dernier. C'est le seul qui regarde l'appareil photo, le seul qui se tient à côté de moi. Je pense à ce que Léa a dit. Si quoi que ce soit arrive, appelle ton grand-père. C'est le seul qui s'en soucie vraiment. J'enregistre son numéro comme mon deuxième contact d'urgence, au cas où. Puis j'avale plus d'ibuprofène et je me dis, 3 jours de plus. Je peux survivre 3 jours de plus. Si vous vous êtes déjà senti invisible pour les personnes qui étaient censées vous aimer le plus. Si vous avez déjà été celui sur qui tout le monde compte, mais que personne ne voit vraiment, commentez invisible ci-dessous. Je vous vois. J'étais vous. Et si vous voulez savoir ce qui s'est passé à ma remise de diplôme, ce qui s'est vraiment passé quand je suis monté sur cette scène, restez avec moi, car la suite, je ne l'oublierai jamais de ma vie. Un jour avant la remise des diplômes, papy Antoine appelle alors que je répète mon discours pour la 100e fois. Chloé, es-tu prête pour demain? Aussi prête que je ne le serai jamais. Je pose mes fiches. Tu es sûr de pouvoir venir? Je sais que la route est longue. Des chevaux sauvages ne pourraient pas m'en empêcher. Je peux entendre le sourire dans sa voix. Je pars ce soir, je reste dans un hôtel près du campus. Je veux être là tôt. Ma gorge se serre. Papy, tu n'es pas obligé. Je veux. Je dois te donner quelque chose. Il fait une pause. Quelque chose que ta grand-mère voulait que tu aies. Mamie, elle te l'a laissé avant de mourir. Elle m'a fait promettre d'attendre que tu sois diplômée de l'université. Elle savait que tu y arriverais, Chloé. Même avant ta naissance, elle le savait. Je ne sais pas quoi dire, papy. Qu'est-ce que c'est? Tu verras demain. Sache juste que ta grand-mère et moi avons toujours cru en toi. Même quand il s'interrompt. Même quand quoi? Point même quand les autres ont oublié de le faire. Une longue pause.
Chloé, ton père t'a-t-il déjà dit que j'avais proposé d'aider pour tes frais de scolarité? Quoi? C'est nouveau pour moi. Non, il a toujours dit que tu n'avais pas les moyens de nous aider toutes les deux. Papy émet un son entre un soupir et un rire amer. C'est ce qu'il t'a dit? Papy, qu'est-ce que tu veux dire? Demain, dit-il doucement. On en parlera demain après la cérémonie. Pour l'instant, sache juste ceci. Tu n'es pas seule, Chloé. Tu ne l'as jamais été. Je raccroche le téléphone, plus confuse qu'auparavant. Papy avait de l'argent. Il a proposé d'aider avec mes frais de scolarité. Alors où est-il passé? Les questions tournent en boucle dans ma tête. Ma tête me lance, mais il n'y a pas de temps pour s'attarder. Demain est le plus grand jour de ma vie. Je dois juste tenir une nuit de plus. Le matin de la remise des diplômes. Je me réveille avec un mal de tête lancinant et un SMS de maman. Bien arrivé à Paris. Passe une super remise de diplôme, ma chérie. Tellement fier de toi. En pièce jointe, un selfie. Toute la famille à l'aéroport Charles de Gaulle. Amélie fait la moue pour la photo. Papa fait un pouce en l'air. Maman sourit comme si elle n'avait aucun souci au monde, comme si elle n'avait pas abandonné sa fille le jour le plus important de sa vie. Je ne réponds pas. Léa vient me chercher à 9h. Elle me jette un regard et fronce les sourcils. Chloé, tu es grise. Genre, vraiment grise. Je suis nerveuse. C'est normal. Ce n'est pas normal. Quand as-tu mangé pour la dernière fois? J'ai bu un café. Ce n'est pas de la nourriture. Elle me force à manger la moitié d'une barre de céréales pendant qu'elle conduit. Je parviens à prendre 3 bouchées avant que mon estomac ne se rebelle. Le campus est déjà en effervescence. Des familles partout. Des ballons, des fleurs, des parents fiers qui prennent des photos. J'essaie de ne pas les regarder. Dans la zone de préparation, je vérifie mon téléphone une dernière fois. Un autre SMS de maman. Envoie des photos. On veut tout voir. Ils veulent tout voir, mais ils n'ont pas voulu être là pour voir quoi que ce soit. Je suis sur le point de ranger mon téléphone quand je remarque quelque chose. Mon formulaire de contact d'urgence pour l'université. Je l'ai rempli en première année et ne l'ai jamais mis à jour. Contact principal, Didier Dubois, père. Contact secondaire, Pascal Dubois, mère. Sur une impulsion, j'ouvre le formulaire en ligne. J'ajoute une 3e ligne. Contact secondaire, Antoine Dubois, grand-père. Je ne sais pas pourquoi. Ça me semble juste. Puis je le vois. Papy au premier rang, déjà assis, déjà en train d'attendre. Il me fait un signe. Dans ses mains, je peux voir une enveloppe Kraft. Je lui fais un signe en retour. Pour la première fois de la semaine, j'ai l'impression de pouvoir respirer. Chloé Dubois. Un régisseur s'approche. C'est à vous dans 10 minutes. 10 minutes. Je peux le faire. Je dois juste rester debout assez longtemps pour y arriver. 3000 personnes. Le soleil est de plomb. Ma toque me semble trop serrée. La toge noire absorbe la chaleur comme un four. Mon nom résonne dans les haut-parleurs. Et maintenant, notre major de promotion, Chloé Dubois. Applaudissements. Un tonnerre d'applaudissements. J'avance vers le podium, un pied devant l'autre. Les lumières de la scène sont aveuglantes. Je m'agrippe au micro. Je repère Papy dans la foule. Il est rayonnant. Léa est à côté de lui. Téléphone sorti. En train de filmer. 2 sièges vides à côté d'eux. Réservés pour la famille. Personne ne les a réclamés. Je m'éclaircis la gorge. Merci à tous d'être ici aujourd'hui. Je me tiens devant vous non seulement grâce à des notes ou des résultats d'examen, mais aussi grâce aux personnes qui ont cru en moi. Les mots sont là. Je les ai répétés 1 millier de fois. Mais quelque chose ne va pas. La scène tangue. Ma vision se rétrécit, se focalisant sur un seul point. Le micro glisse. J'entends ma propre voix. Lointaine, étrange. Point ont cru en moi quand je ne le pouvais pas. Une douleur explose derrière mes yeux.
blanche, brûlante, aveuglante. Le monde tourne. Je vois le visage de papy. La confusion se transformant en horreur. Je vois Léa se lever. Je vois les 2 sièges vides. Et puis je ne vois plus rien. Mon corps heurte le sol de la scène avec un bruit que je n'oublierai jamais. Des cris. Quelque part loin, des gens crient. Appelez le 112. Un médecin. Que quelqu'un appelle sa famille. Des mains sur mon visage. La voix de Léa, tremblante. Chloé, Chloé, tu m'entends? La main burinée de papy serrant la mienne. Je suis là, ma chérie. Je suis là. J'essaie de parler, d'essayer de leur dire que je vais bien, mais l'obscurité m'engloutit. La dernière chose que j'entends avant que tout ne devienne noir est la voix d'un inconnu. Urgente et paniquée. On appelle ses parents maintenant. Quelqu'un a leur numéro. Ils ne répondront pas, je pense. Puis je disparais. Cette partie de l'histoire, je n'en ai pas été témoin moi-même. Léa me l'a raconté plus tard, quand j'ai enfin pu supporter de l'entendre. L'ambulance a mis 14 minutes. J'étais inconsciente tout le temps. À l'hôpital, les médecins ont agi vite. Scanner, puis IRM. Leur visage devenait de plus en plus sombre à chaque résultat. Tumeur au cerveau, a dit le neurochirurgien à Léa et papy dans la salle d'attente. Elle appuie sur son lobe frontal. Nous devons opérer immédiatement. Opérer? La voix de Léa s'est brisée. Maintenant? Dans l'heure. Nous avons besoin du consentement de la famille. Léa a sorti mon téléphone, a trouvé le numéro de mes parents. Premier appel, directement sur la messagerie. Deuxième appel, directement sur la messagerie. Troisième appel, messagerie. S'il vous plaît, a supplié Léa dans le téléphone. Chloé est à l'hôpital. C'est une urgence. Rappelez-nous. Rien. Papy a essayé ensuite. A appelé son fils directement. Didier a décroché à la 5e sonnerie. Papa, on est à l'aéroport, sur le point d'embarquer. Chloé s'est effondrée à sa remise de diplôme. Elle a une tumeur au cerveau. Elle entre en chirurgie dans 40 minutes. Silence à l'autre bout du fil. Puis la voix de Didier, étrangement calme. Papa, on est sur le point de décoller. Tu peux gérer la situation? On appellera quand on atterrira. Léa m'a dit que le visage de papy était devenu de pierre. Ta fille est sur le point de subir une opération du cerveau en urgence, a-t-il dit lentement. Et tu me demandes de gérer ça? Papa, le vol dure 12 heures. Le temps qu'on revienne, elle sera déjà sortie de chirurgie de toute façon. On ne peut rien faire d'ici. Une longue pause. Didier, je veux que tu entendes ça clairement. Si tu montes dans cet avion, ne prends même pas la peine de me rappeler. Mais Didier est monté dans cet avion. Ils y sont tous montés. Papy a signé les formulaires de consentement en tant que mon contact d'urgence. Et quand ils m'ont emmené en chirurgie, j'avais 2 personnes qui attendaient, mon grand-père et ma meilleure amie. Ma famille était à 10 000 mètres d'altitude, choisissant Paris plutôt que moi. Je me réveille 3 jours plus tard. La première chose que je vois est du blanc. Plafond blanc, mur blanc, drap blanc. La deuxième chose que je vois, c'est papy endormi dans un fauteuil à côté de mon lit, portant toujours le costume de la remise des diplômes. La troisième chose que je vois, c'est Léa, recroquevillée sur un lit de camp dans le coin, des cernes sous les yeux. J'essaie de parler. Ma gorge est comme du papier de verre. Léa bouge, ouvre les yeux, me voit. Chloé. Elle est à mon chevet en quelques secondes, des larmes coulant sur son visage. Oh mon Dieu, Chloé. Papy se réveille. Son visage se décompose de soulagement. Ma fille, murmure-t-il. Ma courageuse fille. J'essaie de former des mots. Qu'est-ce qui s'est passé? Léa et papy échangent un regard. Le genre de regard qui me dit que quelque chose ne va pas du tout. Tu avais une tumeur au cerveau, dit Léa prudemment. Ils l'ont enlevée. Tu vas t'en sortir. Chirurgie. Il y a 3 jours. Tu as été inconsciente pendant 3 jours. Je tourne la tête, je vois mon téléphone sur la table de chevet,
en train de charger. Mes parents. Un autre regard échangé. Léa me tend le téléphone. Chloé, peut-être que tu devrais attendre. Mais j'ouvre déjà Instagram. Et c'est là. Publié il y a 18 heures. Une photo de toute ma famille. Maman, papa, Amélie, debout devant la tour Eiffel au coucher du soleil. La légende. Voyage en famille à Paris. Enfin, sans stress, sans drame. Béni Temps en famille. 247 likes. 32 commentaires, tous élogieux. Je fais défiler les autres photos. Champagne dans un café. Amélie dans une robe de créateur. Papa mangeant des croissants. Pas une seule mention de moi. Pas une seule. Chloé. La voix de Léa est douce. Ils savent que tu es à l'hôpital. Papy les a appelés. Je regarde mon grand-père. Sa mâchoire est crispée. Ils savent. Je regarde à nouveau la photo. Sans stress, sans drame. C'est ce que je suis pour eux. Du stress, du drame. Je ferme Instagram. Je ne pleure pas. Je n'ai plus l'énergie pour pleurer. 4 jours après la chirurgie, je reprends des forces. Les médecins disent que la tumeur était bénigne. Ils l'ont détectée juste à temps. Je ne publie rien sur les réseaux sociaux. Je ne commente pas les photos d'Amélie. Je n'appelle pas pour confronter mes parents. J'existe, je guéris, j'essaie de digérer. Papy vient me voir tous les jours. Léa vit pratiquement dans ma chambre d'hôpital. Les infirmières les connaissent toutes les deux par leur nom. Maintenant, tu dois manger plus, dit papy en poussant un bol de soupe vers moi. Je n'ai pas faim. Chloé et Léonore Dubois, tu vas manger cette soupe ou je te la donnerai à la cuillère moi-même. Je souris presque. Presque. Ce soir-là, Léa rentre chez elle pour prendre une douche. Papy s'endort dans son fauteuil. Je suis enfin seul avec mes pensées. C'est alors que mon téléphone s'allume. Un appel manqué de papa. 5 appels manqués de papa. 20 appels manqués de papa. 65 appels manqués de papa. Mon cœur s'emballe. Puis les SMS commencent à apparaître. Papa, Chloé, rappelle-moi. Important. Papa, réponds à ton téléphone. Papa, on doit parler maintenant. Papa, Chloé, c'est urgent. Appelle immédiatement. Maman, ma chérie, appelle ton père, s'il te plaît. Amélie, Chloé, qu'est-ce que tu as fait? Papa panique. Je l'ai fait défiler. 65 appels manqués, 23 SMS. Pas un seul ne demande comment je vais. Pas un seul ne dit on est désolé. Pas un seul ne dit on t'aime. Juste on a besoin de toi. Réponds immédiatement. Je montre ça à papy quand il se réveille. Son visage s'assombrit. Ils savent, dit-il calmement. Savent quoi? Il prend une profonde inspiration. Chloé, il y a quelque chose que je dois te dire. Quelque chose sur la vraie raison de leurs appels. Qu'est-ce que tu veux dire? Ce n'est pas parce qu'ils s'inquiètent pour toi. Sa voix est lourde. C'est parce que je leur ai parlé du cadeau, le cadeau de ta grand-mère, et ils viennent de réaliser ce qu'ils pourraient perdre. Mon sang se glace. Papy, quel cadeau? Il me regarde avec des yeux fatigués et tristes. Il est temps que tu saches la vérité. Papy rapproche sa chaise, prend ma main. Il y a 22 ans, quand tu es né, ta grand-mère et moi avons pris une décision. Nous avons ouvert un compte d'épargne études à ton nom. Pour l'université? Pas exactement. Il secoue la tête. Nous savions que tes parents paieraient pour l'université. C'est ce que nous nous disions en tout cas. Ce compte était différent. Un cadeau de fin d'études. Un capital de départ pour ton avenir. Ta grand-mère l'appelait ton au fond pour la liberté. Combien? Papy hésite. Assez pour acheter une petite maison, ou démarrer une entreprise, ou mettre un acompte sur n'importe quel rêve que tu avais. Ma tête tourne. C'est une somme qui change une vie. Mais papa m'a dit que tu n'avais pas d'argent pour aider avec les frais de scolarité. Que tu ne pouvais aider qu'Amélie parce qu'Amélie a demandé.
La voix de papy devient amère. Ton père m'a demandé de l'argent pour vos 2 éducations. Je l'ai donné. J'ai fait 2 chèques, un pour toi, un pour Amélie. Le même montant. Alors où est passé mon argent? Où? Je ne sais pas, mais je peux deviner. Il sort son téléphone, me montre une photo, un relevé bancaire, 2 retraits le même jour, il y a 4 ans. Tes parents ont encaissé les 2 chèques. Ils ont mis la part d'Amélie pour ses frais de scolarité. Et la tienne? Je pense à la rénovation de leur nouvelle cuisine, au sac de créateur de maman, au fonds de vacances qu'ils semblent toujours avoir. Ils l'ont dépensé, je murmure. Je le crois. Et ce fonds pour la liberté, ils n'étaient pas au courant. Je ne leur ai jamais dit. Je savais, Chloé. Même à l'époque, je savais qu'ils te traitaient différemment. Cet argent était toujours destiné à les contourner entièrement, pour aller directement à toi le jour de ta remise de diplôme. Mais maintenant ils savent. J'ai dit à ton père quand tu étais en chirurgie. J'étais en colère. J'ai dit que s'il ne rentrait pas, je m'assurerais que tu reçoives tout. Papy soupire. Je n'aurais pas dû le dire comme ça, mais j'étais furieux. C'est pour ça qu'ils appellent. Oui. Pas pour moi. Pour l'argent. Ils arrivent l'après-midi suivant. Je les entends avant de les voir. Les talons de maman claquant dans le couloir de l'hôpital, sa voix trop forte. Quelle chambre? Dubois. Chloé Dubois. Léa se lève de sa chaise. Je devrais y aller. Reste, s'il te plaît. Elle hoche la tête, prend position près de la fenêtre. La porte s'ouvre brusquement. Maman entre la première, le visage arrangé en une parfaite préoccupation maternelle. Chloé, mon bébé, on est venu aussi vite qu'on a pu. Elle se penche pour me serrer dans ses bras. Je ne la serre pas en retour. Vous êtes venu aussi vite que vous avez pu, je répète lentement. 5 jours après que j'ai failli mourir. Les vols étaient complets. Instagram dit que vous avez posté depuis le Louvre hier. Le visage de maman vacille. Nous essayons de tirer le meilleur d'une situation difficile. Papa entre derrière elle. Il a l'air fatigué. Il ne peut pas croiser mon regard. Puis Amélie, des sacs de shopping à la main, portant réellement des sacs de shopping dans une chambre d'hôpital. Salut Chloé. Elle ne s'approche pas du lit. Tu as l'air mieux que ce que je pensais. Léa émet un son dans le coin. Je ne la regarde pas, mais je peux sentir sa rage de l'autre côté de la pièce. Amélie, dis-je calmement. J'ai eu une opération du cerveau. Je sais. C'est tellement fou, non? Elle pose ses sacs. Bref, on a écourté le voyage, alors de rien. La pièce tombe dans le silence. Puis maman s'éclaircit la gorge. Chloé, ma chérie, on devrait parler en famille. Elle regarde Léa d'un air entendu. En privé. Léa reste. Chloé. Léa était là quand je me suis réveillé. Léa m'a tenu la main avant la chirurgie. Léa reste. Les lèvres de maman se pincent, mais avant qu'elle ne puisse argumenter, la porte s'ouvre à nouveau. Papy Antoine. La température chute de 10 degrés. Papa se raidit. Papa. Didier. La voix de papy est glaciale. Pascal. Amélie. Il s'approche de mon lit, prend ma main. Je vois que vous avez enfin trouvé du temps dans votre emploi du temps. Maman commence à parler. Papy la coupe. Ne dis rien. Vraiment. Si votre famille est déjà revenue en courant, non pas parce que vous leur manquiez, mais parce qu'ils avaient besoin de quelque chose de vous, mettez ils sont revenus dans les commentaires. Je connais ce sentiment. Je sais à quel point ça vous vide. Mais voici le truc. Ce qui s'est passé ensuite dans cette chambre d'hôpital? Ça a tout changé. J'avais attendu toute ma vie pour dire ce que j'allais dire. Alors accrochez-vous, car c'est là que ça devient sérieux. Papa essaie en premier. Papa, pouvons-nous parler de ça rationnellement? Rationnellement? La voix de papy est calme, ce qui est en quelque sorte pire que des cris. Ta fille s'est effondrée sur scène. Elle avait une tumeur au cerveau. L'hôpital vous a appelé 47 fois. On était dans un avion.
Vous n'étiez pas dans un avion. Vous étiez à la porte d'embarquement. Je t'ai parlé, Didier. Tu as choisi d'embarquer quand même. Maman s'avance. Antoine, c'est une affaire de famille. Chloé est de la famille. Elle est ma famille. Et pendant 22 ans, je vous ai regardé la traiter comme si elle n'existait pas. Ce n'est pas vrai. Le sang-froid de maman se fissure. On aime Chloé. Vous aimez ce que Chloé fait pour vous. Il y a une différence. Papy se tourne vers papa. Dis-moi, Didier, c'est quand l'anniversaire de Chloé? Papa cligne des yeux. Mars. Non, avril. Le 15 octobre, dis-je doucement. C'est le 15 octobre, papa. Il a la décence d'avoir l'air honteux. Papy continue. Quel est son livre préféré? Le nom de sa meilleure amie? Quel poste vient-elle d'accepter après son diplôme? Silence. La mâchoire de Léa est serrée. Elle sait toutes ces choses. Elle les connaît depuis 4 ans. Amélie lève les yeux au ciel. Papy, c'est ridicule. On n'a pas fait tout ce chemin pour jouer aux 20 questions. Non, dit Papy. Vous êtes revenu parce que vous avez entendu parler de l'argent. Le mot tombe comme une bombe. Le visage de maman devient pâle. Nous sommes venus parce que Chloé était malade. Vous êtes venus parce que j'ai dit à Didier que Chloé recevrait son héritage directement, sans vous comme intermédiaire. Les yeux de Papy sont durs. Soudain, après 4 ans à l'ignorer, vous vous souciez de son bien-être. Cet héritage appartient à la famille. Cet héritage appartient à Chloé. La voix de Papy s'élève pour la première fois. Sa grand-mère le lui a laissé, à elle, pas pour le mariage d'Amélie à l'étranger. Pas pour la rénovation de votre cuisine. Maman ouvre la bouche, la referme. Je vois les calculs se faire derrière ses yeux, et quelque chose en moi se glace. Tu veux savoir la vérité, Antoine? La voix de maman change, quelque chose de brut perce. Bien. Tu veux la vérité? Papa attrape son bras. Pascal. Elle le repousse. Non, il veut faire de moi la méchante. Allons-y. Elle se tourne vers moi. Ses yeux sont humides, mais pas de culpabilité. De quelque chose de plus ancien, de plus blessé. Tu veux savoir pourquoi j'ai toujours gardé mes distances avec toi, Chloé? Parce qu'à chaque fois que je te regarde, je la vois, elle. Qui? Éléonore. Maman crache le nom comme du poison. Ta précieuse grand-mère. La femme qui a passé 30 ans à me faire sentir que je n'étais pas assez bien pour son fils. Papy se fige. La première fois que je suis arrivé dans cette famille, continue maman, Éléonore m'a regardé comme si j'étais de la saleté sous ses chaussures. 26 ans de commentaires désobligeants. 26 ans de Didier, es-tu sûr de celle-ci? 26 ans à ne jamais être assez. Je ne peux pas parler. Et puis elle est morte. Et j'ai pensé, enfin, je peux être accepté. Maman rit amèrement. Mais ensuite tu es née, Chloé. Et tu lui ressemblais trait pour trait. Mêmes yeux, même menton volontaire, tout pareil. Ce n'est pas la faute de Chloé, dit sèchement Léa. Je le sais, hurle maman, puis plus bas. Je le sais. Mais à chaque fois que je la regardais, je voyais Éléonore me juger. Je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas. Elle s'interrompt, se couvre le visage. Je devrais ressentir de la sympathie. Une partie de moi en ressent, mais une autre partie pense, j'étais un bébé. J'étais une enfant. J'ai passé 22 ans à me demander pourquoi ma mère ne pouvait pas m'aimer. Et la réponse est parce que j'ai le visage de ma grand-mère. Une femme que je n'ai même jamais rencontrée. Maman, dis-je lentement. Je ne suis pas mamie Éléonore. Je sais. Vraiment? Parce que j'ai passé toute ma vie à payer pour quelque chose que je n'ai pas fait. Elle ne répond pas. Ça me dit tout. Je me redresse contre les oreillers. Mon corps est faible, mais ma voix est stable. Maman, dis-je, je comprends maintenant. Tu as eu une relation douloureuse avec mamie. Tu t'es senti jugé. Ça t'a fait du mal. Une lueur d'espoir brille dans ses yeux. Mais ce n'est pas de ma faute. L'espoir s'éteint.
Pendant 22 ans, j'ai tout fait correctement. Des notes parfaites, pas de problème. J'ai eu 3 emplois pour que vous n'ayez pas à payer mes études. Je suis venu à chaque événement familial. J'ai aidé à chaque fête, chaque vacances, chaque crise. Chloé. Je n'ai pas fini. Ma voix ne faiblit pas. J'ai fait tout ça parce que je pensais que si j'essayais assez fort, vous finiriez par me voir. Par m'aimer enfin comme vous aimez Amélie. Amélie bouge, mal à l'aise. Mais je me trompais, parce que vous n'alliez jamais me voir. Vous alliez toujours la voir, elle. Je me tourne vers papa. Et toi? Tu as regardé ça se produire pendant 22 ans et tu n'as rien dit. Il tressaille. Chloé, je ne savais pas comment. Comment quoi? Défendre ta fille? Demander à ta femme pourquoi elle tressaille quand j'entre dans une pièce? C'est compliqué. Ce n'est vraiment pas le cas. Je secoue la tête. Tu as choisi la voie de la moindre résistance. Et la voie de la moindre résistance signifiait me sacrifier. Papy me serre la main. Je les regarde chacun leur tour. Maman pleurant doucement. Papa fixant le sol. Amélie, les bras croisés, sur la défensive. Je ne vous déteste pas, dis-je, aucun d'entre vous. Mais je ne peux pas non plus continuer à prétendre que c'est normal. Je ne peux pas continuer à être l'invisible. Que veux-tu? Demande papa doucement. Je prends une inspiration. Je veux que vous me voyiez comme une personne, pas comme un fantôme, pas comme un fardeau, pas comme quelqu'un qui existe pour vous faciliter la vie. Et si nous ne pouvons pas? Je croise son regard. Alors je ferai le deuil de la famille que j'aurais aimé avoir, et j'en construirai une nouvelle. La pièce est silencieuse. Je me tourne vers papy. Je veux parler du cadeau de mamie. Il hoche la tête, sort l'enveloppe Kraft de sa veste, la même enveloppe qu'il a apportée à la remise des diplômes. C'est à toi, dit-il. Ta grand-mère l'a mis de côté il y a 25 ans. Il a généré des intérêts depuis. Je prends l'enveloppe. Ne l'ouvrez pas. Je sais ce que vous pensez, dis-je à mes parents. Vous vous demandez si je vais le partager, si je vais renflouer le mariage d'Amélie ou payer votre prochaine rénovation. Maman commence à parler, s'arrête. Je ne vais pas faire ça. Chloé. Amélie rompt enfin son silence. C'est tellement égoïste. Mamie aurait voulu. Mamie voulait que je l'aie, pas toi. Moi. Mais on est une famille. Famille? Je ris presque. Tu utilises ce mot maintenant, après avoir posté des photos Instagram de Paris pendant que j'étais en chirurgie du cerveau. Le visage d'Amélie rougit. Je ne savais pas que c'était si grave. Parce que tu n'as pas demandé. Elle se tait. Je regarde maman. Je ne prends pas cet argent pour te faire du mal. Je le prends parce qu'il est à moi. Parce que mamie voulait que j'aie des options. Pour ne pas dépendre de gens qui me voient comme une pensée après coup. Et nous, demande papa. Sommes-nous juste censés te perdre? Vous m'avez déjà perdu. Ma voix s'adoucit légèrement. Il y a des années, quand vous avez arrêté de venir. Quand vous avez arrêté de me demander comment j'allais. Quand vous m'avez laissé devenir invisible. Je prends une inspiration. Mais je ne ferme pas la porte complètement. Si vous voulez être dans ma vie, vraiment dans ma vie, vous devez le mériter. Vous devez me voir comme Chloé, pas comme le fantôme d'Éléonore, pas comme le soutien d'Amélie, juste moi. Et si on essaie? La voix de maman est petite. Alors on peut recommencer, lentement, avec des limites. Quel genre de limites? Je la regarde dans les yeux. Je vous le ferai savoir quand je serai prête. Amélie bouge la première. Elle attrape ses sacs de shopping, le visage crispé de colère. C'est insensé. Tu choisis de déchirer cette famille pour de l'argent. Il ne s'agit pas d'argent, Amélie. Vraiment? Parce qu'on dirait que... J'ai failli mourir. Tu es allé faire du shopping. Elle se fige. Je ne dis pas ça pour te faire culpabiliser. Je le dis parce que tu as besoin de l'entendre. Tu as besoin de comprendre ce que ça fait de se réveiller dans un lit d'hôpital et de voir sa famille posée devant la tour Eiffel. Sa lèvre inférieure tremble. Pendant un instant, je vois quelque chose se fissurer derrière ses yeux.
Puis elle sort. La porte se referme derrière elle. Maman pleure maintenant. De vraies larmes. Le genre qu'on ne peut pas feindre. Je suis désolé, murmure-t-elle. Je suis tellement désolé, Chloé. Je sais. J'ai eu tort. J'ai eu tellement tort. Je sais, maman. Mais je ne sais pas comment réparer ça. Moi non plus. Pas encore. Je fais une pause. Mais si tu veux vraiment essayer, tu dois te faire aider. Parler à quelqu'un, un thérapeute, surmonter tout ce qu'Éléonore t'a fait ressentir, pour que tu arrêtes de le projeter sur moi. Elle hoche la tête, essuie ses yeux, part sans un mot de plus. Maintenant, il ne reste que moi, papa, papy et Léa. Papa s'assoit lourdement sur la chaise à côté de mon lit. Chloé, dit-il doucement. Je t'ai abandonné. Oui. J'aurais dû te protéger. Oui. Je me suis dit que tu étais forte, que tu n'avais pas besoin de moi, mais ce n'était qu'une excuse. C'était. Il me regarde pour la première fois, peut-être pour de vrai, il me regarde. Je ne peux pas effacer 22 ans, mais puis-je essayer de faire mieux? J'étudie son visage. Le remords sincère qui s'y trouve. Appelle-moi la semaine prochaine, dis-je finalement. Demande-moi comment je vais, et écoute vraiment la réponse. Il hoche la tête, se lève, me serre la main une fois. Je le ferai. Puis il est parti aussi. 2 semaines plus tard, je sors de l'hôpital avec un bilan de santé impeccable. La tumeur a disparu. Les médecins appellent ça un miracle. J'appelle ça une seconde chance. Je ne retourne pas vivre à la maison. J'utilise une petite partie du cadeau de mamie pour louer un minuscule appartement près de l'école où j'enseignerai à l'automne. Ce n'est rien d'extraordinaire. Une chambre, une kitchenette, une fenêtre qui donne sur un parking. Mais c'est à moi. Les retombées sont rapides. Amélie me bloque sur toutes les plateformes de médias sociaux. Sa nouvelle bio dit, certaines personnes n'apprécient pas la famille. Je fais une capture d'écran, je l'envoie à Léa. Léa me renvoie une série d'émojis de doigts d'honneur. 2 jours plus tard, je reçois un appel de Léa. Elle a l'air joyeuse. Tu ne vas pas le croire. Quoi? Thibaut, le fiancé d'Amélie, il a entendu toute l'histoire de sa mère qu'il a entendue par les ragots de l'hôpital. Léa est pratiquement en train de sauter de joie. Il reconsidère les fiançailles. Je ne me sens pas triomphante, juste fatiguée. Ce n'est pas ce que je voulais. Je sais, mais quand même. Une semaine après, je vois sur Facebook que les photos de la fête de fiançailles ont été supprimées. Puis l'annonce de fiançailles elle-même. Maman m'envoie un SMS, Amélie est dévastée. J'espère que tu es contente. Je fixe le message pendant un long moment. Puis je tape en retour, je ne suis pas heureuse de sa douleur, mais je n'en suis pas responsable non plus. Elle ne répond pas. Papa, à son crédit, appelle bien le mardi suivant, exactement comme il l'avait dit. Salut Chloé. Salut papa. Comment te sens-tu? Mieux. Encore fatigué, mais mieux. Une pause, puis, que as-tu mangé pour dîner hier soir? Je souris presque. Une si petite question, mais il ne l'a jamais posée auparavant. Des pâtes, dis-je, avec Léa. Ça a l'air sympa. C'est maladroit, guindé, mais c'est quelque chose. Pour l'instant, c'est suffisant. 3 mois plus tard, je suis debout dans ma nouvelle salle de classe, arrangeant les bureaux. Anglais, 4e. 26 élèves qui commencent lundi. Léa m'aide à accrocher des affiches, ou plutôt critique mon placement d'affiches en mangeant mes chips. Un peu plus à gauche, dit-elle, la bouche pleine. Non, ton autre gauche. Je ne sais pas pourquoi je te garde dans les parages. Parce que je suis adorable et que tu m'aimes. Je ne peux pas contester ça. La pièce commence à me ressembler. Des étagères que j'ai trouvées dans une friperie. Un coin lecture avec des coussins dépareillés. Un tableau d'affichage qui dit « Chaque voix compte ». Mon téléphone vibre. Papy. Comment avance l'installation? Presque fini. On est toujours d'accord pour dîner dimanche. Je ne manquerai ça pour rien au monde. Je l'entends sourire au téléphone.
Ta grand-mère serait si fière, Chloé. Construire ta propre salle de classe, ta propre vie. Mes yeux piquent. J'aurais aimé la connaître. Vous vous seriez adoré. Il fait une pause. En parlant de ça, j'ai trouvé quelque chose en nettoyant le grenier. Une lettre qu'elle a écrite avant de mourir, adressée à ma future petite-fille. Je serre le téléphone. Quoi? Elle l'a écrite il y a 25 ans, avant même que ta mère ne soit enceinte. Elle le savait, d'une manière ou d'une autre. Qu'est-ce qu'elle dit? Ça, c'est à toi de le découvrir. Je l'apporterai dimanche. Après qu'il ait raccroché, je m'assois sur ma chaise de professeur. Celle que j'utiliserai tous les jours pendant la prochaine année scolaire. Léa s'affale sur un bureau d'élève. Ça va? Elle m'a écrit une lettre avant ma naissance. Les yeux de Léa s'écarquillent. C'est assez incroyable. Ouais. Je regarde ma salle de classe, la vie que je construis à partir de rien. Ça l'est. Dehors, le soleil se couche. Une lumière dorée entre par les fenêtres. Pour la première fois depuis des mois, peut-être des années, j'ai l'impression d'être exactement là où je suis censé être. Un mois plus tard, on frappe à la porte de mon appartement. Dimanche après-midi. Je l'ouvre et trouve papa, tenant une boîte en carton. Salut Chloé. Je cligne des yeux. Papa, je ne m'attendais pas, je sais. J'aurais dû appeler. C'est juste que... Il déplace la boîte dans ses bras. Je peux entrer? Je m'écarte. Le laisse entrer. Mon appartement est petit mais confortable maintenant. Des plantes à la fenêtre. Des photos sur l'étagère. Léa à la remise des diplômes. Papy et moi au restaurant. Les dessins de mes élèves de la première semaine d'école. Papa regarde autour de lui, s'imprégnant de l'atmosphère. Tu as bien arrangé cet endroit. Merci. Il pose la boîte sur ma petite table de cuisine. Je t'ai apporté quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Ouvre. Je tire les rabats en carton. À l'intérieur, des albums photos, de vieux livres, un mouchoir brodé à la main. Les affaires de mamie Éléonore, je murmure. Ta mère allait les jeter. Papa ne croise pas mon regard. Je ne pouvais pas la laisser faire. Je soulève le mouchoir. De délicates fleurs cousues sur les bords. Les initiales ED dans le coin. Papa, je ne sais pas quoi dire. Je sais que je ne peux pas réparer 22 ans. Sa voix est rauque. Je sais que je t'ai abandonné d'une manière qui ne peut être réparée, mais je voulais que tu aies ça, que tu saches d'où tu viens. Je pose le mouchoir. Regarde mon père. Il a l'air plus vieux que dans mes souvenirs. Fatigué, incertain. Je ne demande pas le pardon, dit-il doucement. Je demande juste une chance de faire mieux. Je pense à toutes les années de silence, à tous les anniversaires manqués et les sièges vides. Mais je pense aussi à ces appels du mardi, maladroits et guindés, mais constants, chaque semaine. D'accord, dis-je finalement. D'accord. D'accord, tu peux essayer. Je fais une pause. Mais papa, essayer signifie être présent, pas seulement quand c'est pratique. Il hoche la tête, déglutit difficilement. Je comprends. Tu veux un café? Il sourit presque. J'aimerais bien. 6 mois après la remise des diplômes. Je suis assise à mon bureau après la dernière sonnerie. La salle de classe est calme maintenant. 26 chaises, 26 histoires, 26 enfants qui reviendront demain en attendant que je leur apprenne à trouver leur voie. On frappe à ma porte. Madame Dubois, c'est Marcus, l'un de mes élèves les plus silencieux. Je peux vous poser une question? Bien sûr. Il entre timidement. 13 ans, toujours au fond de la classe, parle rarement. Est-ce que vous vous êtes déjà senti? Comme si personne ne vous voyait? Mon cœur se serre. Oui, je lui dis honnêtement. Pendant très longtemps, je me suis senti exactement comme ça. Qu'est-ce que vous avez fait? Je réfléchis soigneusement à ma réponse. J'ai trouvé des gens qui me voyaient. Mon grand-père, ma meilleure amie, et finalement. Je tape sur ma poitrine. J'ai appris à me voir moi-même. C'est tout?
C'est beaucoup plus difficile que ça en a l'air. Je souris. Mais une fois que tu connais ta propre valeur, tu n'as plus besoin que tout le monde te le dise. Il hoche la tête lentement. Merci, Madame Dubois. Après son départ, je reste un moment à mon bureau. Sur mon téléphone, il y a une photo que je regarde parfois. Moi, à 6 ans, tenant la main de ma grand-mère sur une photo que je n'avais jamais vue auparavant. Papy l'a trouvée dans la boîte des affaires d'Éléonore. Elle me sourit, même si elle est morte avant mon premier anniversaire. Sur cette photo, elle me regarde comme si j'étais la personne la plus importante au monde. Je pensais que l'amour était quelque chose qu'il fallait mériter, pour lequel il fallait travailler, se sacrifier. Maintenant, je sais mieux. L'amour, c'est qui est présent. L'amour, c'est qui reste. Et je n'ai plus besoin de me consumer pour prouver que je vaux la chaleur de quelqu'un. Je connais ma valeur maintenant. C'est assez. C'est plus qu'assez. 1 an après la remise des diplômes, mon téléphone sonne pendant que je corrige des copies. Un numéro que je n'ai pas vu depuis des mois. Amélie. Je le laisse sonner 2 fois, 3 fois. Puis je réponds. Chloé. Sa voix est plus petite que je ne l'ai jamais entendue. On peut parler? Je t'écoute. Thibaut est parti pour de bon cette fois. Elle rit, mais c'est un rire creux. Il s'avère que sa famille ne voulait pas d'une belle fille issue d'une famille qui abandonne les gens dans les hôpitaux. Je ne dis rien. Et je me suis endetté, des cartes de crédit. Je pensais que Thibaut m'aiderait à couvrir ça, mais elle s'interrompt. Je ne sais pas quoi faire. Pourquoi m'appelles-tu? Parce que tu es la seule personne qui ne veut rien de moi. Sa voix se brise. Maman et papa sont furieux. Ils n'arrêtent pas de dire que je les ai embarrassés. Mes amis ne m'aimaient que pour l'argent de Thibaut. Et je l'entends pleurer. De vraies larmes. Le genre qu'on ne peut pas feindre. Une partie de moi veut dire, maintenant, tu sais ce que ça fait d'être seul, d'être abandonné. Mais ce n'est pas qui je veux être. Amélie, dis-je prudemment. Je suis désolé pour Thibaut. Je suis désolé que tu souffres. Tu n'as pas à l'être, mais je ne peux pas régler ça pour toi. Je ne peux pas payer tes dettes ou faire revenir Thibaut. Ce n'est plus mon rôle. Silence. Alors pourquoi as-tu répondu? Parce que tu es ma sœur et je voulais que tu saches que je ne te déteste pas. Elle reste silencieuse un long moment. J'ai été horrible avec toi, murmure-t-elle. Oui. Je ne sais pas pourquoi. C'est juste que je n'ai jamais eu à essayer. Tout m'a toujours été servi sur un plateau et tu travaillais si dur et je pense. Je pense que j'étais jalouse. Peut-être. Est-ce qu'on pourra un jour aller bien? J'y pense. Vraiment. Je ne sais pas, dis-je honnêtement. Mais si tu es prête à faire le travail, je suis prête à essayer. Vraiment? Vraiment. Mais Amélie, tu dois vraiment changer, pas seulement dire que tu le feras. Je sais. J'espère. 2 ans après la remise des diplômes, je suis assise dans un auditorium bondé, attendant que Papy Antoine monte sur scène. La bannière derrière le podium indique prix de l'éducateur communautaire de l'année. Léa est à côté de moi, bien habillée pour une fois. Je n'arrive pas à croire qu'il soit enfin reconnu. Il le mérite 10 fois. L'annonceur appelle son nom. La foule applaudit. Papy marche lentement vers le podium. 80 ans, mais toujours debout. Il ajuste le micro, balaie l'audience du regard jusqu'à ce que ses yeux trouvent les miens, et alors il sourit. Merci pour cet honneur, commence-t-il. Mais je veux dédier ce prix à quelqu'un d'autre, ma petite fille, Chloé. Mon souffle se coupe. Il y a 2 ans, j'ai vu cette jeune femme s'effondrer sur scène à sa remise de diplôme. Elle avait une tumeur au cerveau. Elle a failli mourir, il fait une pause. Et elle s'est réveillée pour découvrir que les personnes qui auraient dû être là ne l'étaient pas. Le public est silencieux. Mais Chloé n'a pas abandonné. Elle n'est pas devenue amère. Au lieu de cela, elle a construit une vie remplie de gens qui l'aiment pour qui elle est, pas pour ce qu'elle peut faire pour eux. Elle enseigne maintenant, façonne de jeunes esprits, montrant aux enfants chaque jour qu'ils comptent. Sa voix vacille. Sa grand-mère, mon Éléonore,
m'a dit un jour, les personnes qui sont oubliées par le monde ont le plus besoin que nous nous souvenions d'elles. Chloé m'a appris ce que cela signifie vraiment. Je pleure maintenant. Léa pleure aussi. Papy lève son prix vers moi. Ceci t'appartient, ma chérie, pour avoir eu le courage de te choisir. Après la cérémonie, je le serre si fort dans mes bras que je pense que je ne le lâcherai jamais. Je t'aime, papy. Je t'aime aussi, Chloé. Ta grand-mère serait si fière. Je sais, je murmure. Je le sais enfin. Ma famille est compliquée. Elle le sera toujours. Papa appelle tous les mardis. Maman envoie des cartes pour les fêtes maintenant. Prudente et polie. Amélie est en thérapie. On s'envoie des SMS parfois. Mais ma vraie famille, ce sont ceux qui sont venus, ceux qui sont restés. Léa, papy, mes élèves, et finalement, moi-même. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, je veux partager quelque chose avec vous. Je me suis longtemps demandé pourquoi ma mère ne pouvait pas m'aimer. Pourquoi je devais travailler 2 fois plus dur pour la moitié de la reconnaissance. Pourquoi j'étais invisible dans ma propre famille. Maintenant, je comprends. Ma mère n'était pas une méchante. C'était une personne blessée qui n'a jamais guéri de sa propre douleur. Les psychologues appellent ça la projection. Quand le traumatisme non résolu de quelqu'un se déverse sur quelqu'un d'autre, elle a vu sa belle-mère sur mon visage et au lieu de soigner cette blessure, elle l'a laissé empoisonner notre relation pendant 22 ans. Et moi, ma faiblesse était mon désespoir d'approbation. Je continuais à croire que si j'essayais plus fort, si je sacrifiais plus, si j'accomplissais assez, il finirait par me voir. C'est ce qu'on appelle la complaisance, et c'est un mécanisme de survie. Ça m'a gardé en sécurité quand j'étais petite. Mais en tant qu'adulte, ça m'a presque détruite. La tumeur au cerveau a été la chose la plus terrifiante qui me soit jamais arrivée. Mais d'une manière étrange, c'était aussi un cadeau. Ça m'a forcé à voir ma famille clairement. Ça m'a donné la permission d'arrêter de me produire pour des gens qui ne regardaient pas. Alors voici ce que j'ai appris, et j'espère que vous l'emporterez avec vous. Vous ne pouvez pas mériter l'amour de personnes qui ne sont pas disposées à le donner. Arrêtez de vous consumer pour réchauffer les autres, surtout quand ils ne regardent même pas la flamme. Votre vraie famille n'est pas déterminée par le sang. Elle est déterminée par qui est présent quand la vie devient difficile. Et enfin, vous avez le droit de vous choisir. Ce n'est pas égoïste. C'est de la survie. Si vous êtes dans une situation comme la mienne, si vous êtes l'invisible, l'oublié, celui qui donne et ne reçoit jamais, je vous vois. Et j'espère que vous apprendrez comme moi que la seule approbation dont vous avez vraiment besoin est la vôtre.